Merci beaucoup, merci d'être avec nous ce matin. Quel beau plateau nous avons ensemble pour cette valeur immatérielle et l'évolution des symboles de la mode, avec une question finalement: comment en 2023 la mode peut être autre chose qu'une industrie de l'habillement? On voit bien que c'est la question qui a été soulevée à l'instant. Alors vous avez tous écrit des thèses, des articles, des livres. Nous n'allons pas régler la question en 45 minutes, nous sommes bien d'accord. Saveria Mandela, journaliste critique de mode, doctorante en études de la mode à l'EHESS sur le langage de la mode. Est-ce que vous pourriez préciser votre champ de recherche, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Donc, je travaille en philosophie du langage. On appelle ça aussi de l'anthropolinguistique. Et en fait, j'étudie, mais c'est assez philosophique, c'est pas très concret, mais j'étudie le rapport au temps et au sujet philosophique dans les textes de mode au XXe et XXIe siècle. Donc, particulièrement tout ce qui va être la presse et les réseaux sociaux. Merci. Mélodie Thomas, journaliste pour le site Marie-Claire, professeure en actualité de la mode à l'Institut français de la mode, auteur de La mode et politique, sorti chez les Insolentes. Un mot sur cet ouvrage, La mode et politique, lexique de 27 mots autour de 3 notions: mode, femme et pouvoir. Oui, alors juste pour rectifier, j'enseigne à la Parsons School désormais. Oui, pour le livre, qui est sorti l'an dernier, l'idée c'était de raconter on pourrait dire que la suite du livre c'est la mode et politique parce que les corps sont politisés, et c'était donc de raconter, quand je dis le rapport entre femmes, vêtements et pouvoir, c'est la manière dont le vêtement peut être à la fois une source d'empouvoirment, mais aussi parfois un carcan dans la manière dont les femmes sont amenées à vivre leur existence dans nos sociétés actuelles. Parfait, évidemment, on y reviendra tout à l'heure. Carla Monzali, fondatrice avec Amélie Deloche de Paye ton influence. Paye ton influence est née en décembre 2021 suite au manifeste du collectif pour un réveil écologique. Et quel est votre objectif ? Alors, l'objectif de Paye ton influence, c'est de provoquer le réveil écologique de l'influence au sens large sur les réseaux sociaux. Donc, j'entends par influence les créateurs de contenu influenceurs, les marques qui ont recours au marketing d'influence. Elles sont de plus en plus nombreuses à avoir recours à ce type de stratégie, mais également les agences et les plateformes, les réseaux sociaux. Merci. Adrien Carmarty, vous êtes bien professeur à l'IFM en histoire et théorie de la mode, professeur assistant. Vous travaillez sur la critique de mode. C'est ça. Alors bonjour tout le monde. Oui, effectivement. Alors comme Saveria aussi, je fais une thèse, mais moi plutôt en histoire de l'art, où il s'agit de me questionner sur la critique de la mode sur un plan historique, donc sur 2 siècles, et ce qui m'a amené aussi à m'intéresser évidemment à la critique de la mode aujourd'hui. Donc face à la remise en cause, on le disait à l'instant, de la perception de la valeur de mode, on l'a vu, concurrence de l'expérientiel, la fast fashion, l'ultra fast fashion, bien sûr, les marques ont multiplié les stratégies, mais peut-être première question, c'est comment les comportements des consommateurs finalement poussent la mode à offrir une autre proposition de valeur aujourd'hui. Et comment s'adapte-t-elle, Saveria? Je ne savais pas qu'on commencerait avec moi. Je sais pas. En fait, quel comportement des consommateurs? Parce qu'après, il y a le comportement, on est tout le temps consommateur, mais on n'est pas obligé de tout le temps consommer de la même manière non plus. Et par exemple, sur les réseaux sociaux, on reste des consommateurs, mais plutôt passifs. Et je pense que ça, c'est dommage, parce qu'en fait, ça a permis aux marques de mode de peut-être de pas proposer des contenus assez incluants et inclusifs aussi. C'est que finalement on peut être des consommateurs passifs, et puis on est actif quand on achète quelque chose, mais est-ce qu'on s'en rend vraiment compte? Est-ce qu'on en est vraiment coupable d'être moyennement actif ou extrêmement actif quand on achète en fonction de notre pouvoir d'achat? Donc, cette question de l'inclusivité, Mélodie Thomas, c'est la question sous-jacente de votre questionnement aussi sur la mode. Et justement, comment elle peut faire aujourd'hui pour s'adapter au changement des consommateurs? On l'a vu, qui est schizophrénique, qui est versatile, qui est tout ce qu'on veut. En fait, moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un système d'économie des valeurs. C'est-à-dire qu'on est face à des consommateurs qui, comme on le dit, c'est pas forcément avéré pour tous et pour toutes, mais en tout cas, on fait face à de nouvelles générations pour qui acheter un vêtement signifie acheter une valeur qui correspond à qui ils ou elles sont. Par conséquent, les marques sont obligées aujourd'hui de s'adapter dans leur discours,
dans leur manière de produire, dans les manières de se présenter aussi, à ce que souhaite le consommateur. Parce que lui, en fait, il a envie de se dire, moi, quand j'achète un vêtement que je trouve joli, j'ai pas forcément envie qu'on l'associe à l'esclavage forcé des Ouïghours, ce genre de choses. J'ai envie qu'on l'associe à des choses qui me reflètent moi en tant que personne. Et je pense que ce que disait Saveria justement sur les questions d'inclusivité, elles s'inscrivent aussi totalement dans cette démarche. On pourrait parler d'inclusivité, mais aussi de représentativité, c'est-à-dire que les gens ont envie de se voir vus dans les marques qu'ils achètent. Les gens veulent se voir. Et je pense que c'est ce qui a changé beaucoup l'industrie de ces 10 à 20 dernières années. Donc en fait, ce que vous dites, Bourdieu disait la mode est une forme de magie sociale qui transforme des biens vestimentaires fonctionnels en biens statutaires. Mais aujourd'hui, démocratisation, fin des codes établis, on twist, on décale, on mix and match. La mode semble avoir perdu son rôle identitaire et statutaire. Et vous dites il ne faut pas oublier son rôle politique. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors je ne sais pas si on peut dire que la mode a perdu son rôle statutaire parce que malgré tout, on s'est tous habillés aujourd'hui. Et je pense qu'on s'est tous habillés en essayant de paraître le meilleur de nous-mêmes. Donc par conséquent, je dirais pas que la mode a perdu de son pouvoir. Je pense qu'il y a peut-être un pouvoir qu'elle avait laissé de côté ou qu'elle n'avait pas vu. Et en fait, je pense que une conversation comme aujourd'hui prouve que la mode dit beaucoup plus que ce que les gens en perçoivent quand ils achètent sur Internet, quand ils achètent en boutique. On a l'impression de faire un geste totalement anodin, totalement commun finalement. Mais l'industrie de la mode, déjà parce que c'est une industrie, elle a un poids dans nos sociétés, comme ça a été rappelé dans l'introduction, elle a un poids économique. Et la raison pour laquelle elle a un point politique, c'est comme je le disais, c'est qu'en fait elle habille des corps qui, eux, ne sont pas dépolitisés, ne vivent pas en dehors de la société. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec ces questions de représentativité et d'inclusion et tous les termes qu'on peut y accoler, le vêtement prend une valeur symbolique qui dépasse sa composition même parce qu'il est porté en fait par des gens qui ont conscience de qui ils sont, qui ont envie de l'affirmer. Au-delà d'un simple produit de consommation. Exactement. Saveria, quel discours on utilise justement dans ce monde en mouvement et dans ce changement quand même de paradigme pour pas tomber dans simplement le produit de consommation quand on est une marque de mode ? Est-ce qu'il est différent en 2023 ? En quoi est-il très différent en 2023 ? Pour ce qui est du discours médiatique de presse, oui, il est différent, il a évolué. Les références sont plus simples, on va dire. Il y a beaucoup d'articles du XXe siècle, première moitié du XXe siècle, qui font des références historiques que moi, personnellement, je ne maîtrise pas et qu'il faut que je google tout le temps dès que je lis un Vogue des années 20. Quoi. Donc, il y avait ça. Aujourd'hui, on sent bien qu'on est dans une culture plus globale. Il y a une apparition, par exemple, du franglais. Il y a des médias dont c'est devenu la ligne édito, comme par exemple Nylon pour son édition française. Et puis, il y a aussi une volonté de mainstreamiser, mais au sens positif du terme peut-être, qui permet d'entrer en contact avec la mode, avec la culture de la mode qui se produit par le discours, qu'il soit visuel ou textuel, plus rapidement. Après, j'ai un peu perdu le fil, non ? Je vais rebondir sur ce que vous me disiez en préparant ce rendez-vous. Vous me disiez c'est un peu le Roland Barthes à l'envers. La mode ne dit rien à part elle-même. Oui, ça c'était Roland Barthes. Ouais, voilà. Et vous dites finalement aujourd'hui... En fait, c'est à double sens. C'est-à-dire que la mode, c'est toujours que de la mode et toujours plus. Et on est dans un monde de symboles et de signes. Et même aujourd'hui, une marque qui déciderait de n'avoir aucun positionnement image, si ce n'est le simple fait d'exister pour créer des vêtements... ce serait un statement et ça serait un storytelling et ça plairait à tous les consommateurs très engagés écologiquement. Enfin voilà, on s'extrait jamais d'un système plus global et je pense que c'est en ce sens-là que tu dis que la mode est politique, c'est que directement, je pense que une marque n'a pas vocation à faire de la politique et après ça peut arriver qu'elle le fasse. Malgré elle, comme avec Balenciaga il n'y a pas très longtemps, ou volontairement, comme l'année dernière, lorsque Gucci a décidé d'aider toutes ses employées américaines à aller avorter dans d'autres États quand c'était plus possible dans le leur. Donc aujourd'hui, les marques, c'est des espèces d'entités ultra présentes sur les médias sociaux qui ont le droit de dépasser leurs conditions de
productrices de vêtements, mais aussi parce qu'elles ont créé cet espace pour être plus que des productrices de vêtements. Et elles ne disent, parce que vous me disiez, aujourd'hui, elles disent beaucoup, sauf sur elles-mêmes, finalement. Oui, à la fois ça informe sur elles-mêmes et en même temps ça informe sur la société. C'est dans des courants qui sont plus larges que simplement l'histoire de la marque qui est jamais indépendante d'un environnement. Quand vous parlez, je pense que c'est là où est la petite nuance, quand vous dites la mode est politique. Politique dans quel sens, Mélodie? Comme la chose politique, pas forcément sur des prises de position aussi. Ça revient un peu à ce que je disais au début de la conversation, c'est-à-dire que la mode est politique dans le sens où on vit dans des sociétés qui sont politisées. On politise les gens. Enfin, moi, ce que j'aime me dire, c'est que la mode est politique depuis le moment où on a décidé que les hommes et les femmes ne s'habillaient pas de la même manière. C'est-à-dire qu'on a considéré que c'était deux corps différents qui devaient être vêtus différemment et auxquels on a, pour lesquels on a assis des rôles distincts au sein de la société. Donc en fait, la mode, elle est politique malgré elle, on va dire, en tant que système. Est-ce que ça veut dire, comme vient de le dire Saveria, que toutes les marques ont des ambitions politiques? Je ne pense pas non plus. En revanche, Saveria, vous parliez évidemment, vous êtes toutes les deux plutôt dans la presse. Il y a tout ce qui se passe, et vous êtes aussi sur les réseaux sociaux, bien entendu, mais il y a aussi justement toute cette influence au sens très large. Car là, aujourd'hui, ce que vous dites, c'est qu'il faut regarder quand même ce qui se passe, et vous avez regardé de près, justement, avec le réseau Paye ton influence, qui se disait, est-ce que vous pourriez nous faire un petit constat, justement, alors c'est difficile parce qu'il y a des milliards de choses, mais les 2-3 grandes choses que vous avez remarquées sur la prise de parole de la mode en termes d'influence. Globalement, sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit, c'est que l'imaginaire dominant, les récits qui sont pour la plupart véhiculés, c'est celui de la surconsommation. C'est celui d'acheter pour exister. Et donc, du coup, acheter sans conscience. Ça, c'est la première chose que l'on voit. Le deuxième, c'est plutôt un signal faible qu'on a constaté, c'est l'émergence de nouvelles tendances qui renvoient à des business models régénératifs. Je pense par exemple à l'upcycling, la seconde main bien entendu. Il y a des limites parce que la surconsommation de la seconde main reste de la surconsommation et on reste dans ce cercle vicieux de l'achat en continu. Et le troisième point troisième tendance aussi, c'est que les attentes des audiences sont grandissantes à l'égard de ces sujets. Globalement, il y a des choses qui ne passent plus sur les réseaux sociaux. La promotion de la surconsommation, l'incitation à la surconsommation avec du marketing agressif, des codes promo tous les jours et ce sentiment d'urgence créé par exemple, ce code promo se termine dans une journée, il faut, n'hésitez pas à l'acheter dès maintenant. C'est des choses qui agacent les audiences, qui épuisent aussi. C'est une charge mentale tous les jours de se voir devoir débarquer dans son... Parce que de toute façon, les réseaux sociaux sont devenus des marketplaces, mais un point aujourd'hui où dans son feed on ne peut plus simplement regarder les posts de ses amis, de sa famille, on est envahi, submergé par des posts sponsorisés, qu'on le veuille ou non, et également par les influenceurs que l'on suit. Voilà, ça est tendance. Alors, on verra justement, du coup, après ces observations, ce que vous conseillez et comment vous travaillez avec tous ces acteurs de l'influence pour essayer de faire mieux. Mais Adrien, ça nous permet de parler, vous avez dit les consommateurs, ou en tout cas ceux qui suivent les réseaux sociaux ne supportent plus, ça nous permet d'arriver à cette critique de la mode, justement, qui est votre champ d'action. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lui reproche à la mode, finalement? Parce que vous avez regardé durant toutes ces années, qu'est-ce qu'on lui reproche aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai l'impression que la critique au sens large, effectivement, s'affilie à un sentiment de responsabilité. Et dans ce sentiment de responsabilité, après, il y a pas mal de choses. Il y a beaucoup de critiques, comme en parlaient Mélodie et Saveria, relatives aux identités, que ce soit aux identités raciales ou aux identités corporelles aussi.
Après, je pense qu'on note une seconde chose qui est plus relative là aux conditions de production. Donc, on peut retrouver d'ailleurs, et ce qui est intéressant, c'est que certains directeurs artistiques se sont beaucoup exprimés là-dessus, sur le temps de la mode qui est problématique, qui aliène leur créativité. Demna est un exemple, Alessandro Michele avant son départ de Gucci aussi. Et après, évidemment, les conditions de production matérielles, c'est-à-dire les ouvriers, que ce soit souvent dans d'autres pays. Et après, je note une troisième qui est plutôt le champ environnemental, où là, effectivement, il y a l'idée selon laquelle la mode a un impact négatif sur l'environnement et également sur la condition animale qu'il ne faut pas oublier, puisque c'est aussi présent ça, dans le discours. Et d'ailleurs, parfois, il y a certains paradoxes quand effectivement on va reprocher à certains mouvements véganes d'être plus polluants que d'autres. Donc ouais, je pense que c'est les trois choses. On ne lui reproche plus d'être une forme de dictat social ? Si. Alors là, plutôt sur le plan du corps, par exemple. On reproche à la mode de promouvoir un certain type de corps, un certain type de couleur, et c'est pour ça que certaines marques vont prendre en compte ou pas ces critiques. Donc plutôt oui. Non, l'idée sur laquelle la norme forme un corpus de normes est encore très présente. Vous qui avez travaillé, qui avez fait des recherches sur ce concept d'anti-mode, aujourd'hui, est-ce que ça existe encore ? Est-ce qu'on peut encore être une mode qui prend la parole ? Oui, totalement. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on constate aussi différents types de modes. Je pense qu'effectivement, il y a des marques qui ne parlent que d'elles-mêmes. Je sais pas. Plutôt ça correspond plutôt aux marques patrimoniales. J'ai l'impression que Chanel parle de Chanel en continu. Voilà. Que Saint-Laurent parle de Saint-Laurent, par exemple. Mais effectivement, on a aussi un autre groupe de marques qui, elles, vont parler de la société, vont pouvoir être qualifiées de politiques selon l'acception qu'on va donner au terme politique. Parce que là, ce qui me frappe, c'est que depuis tout à l'heure, quand on parle politique, on parle surtout des corps. On parle très peu d'économie, par exemple, ou de système économique. Ça, on trouve assez peu de critiques là-dessus. Et donc là, oui, je pense qu'il y a effectivement un corpus de marques qui s'intéressent aux questions politiques et qui peuvent être des marques patrimoniales, donc c'est le cas de Dior, mais qui peuvent être aussi des jeunes designers. Donc TB Magougou est très engagé sur certaines questions aussi. Wiles Bonner, Esther Manaz, bon après voilà, on en a plein, mais oui, à mon avis. Est-ce que ça peut être, Mélodie, puis je vous poserai la question après, ça va, est-ce que ça peut être une nouvelle valeur justement de la mode que de prendre position de cette manière-là ? Je pense que ce qui est compliqué pour les marques aujourd'hui, c'est que ces prises de position, on va leur demander d'être authentiques. Donc c'est pas juste prendre position pour dire qu'on prend position, c'est aussi montrer à travers sa manière de produire, montrer à travers sa manière de communiquer, sa manière de travailler, même en interne, que ce qui est émis sur les réseaux sociaux, ce qui va être émis de manière publique, est aussi considéré en interne. Et je pense que un des moments où on a pu le voir, ça a été, par exemple, quand on a pu aborder des questions comme MeToo, quand on a pu aborder des questions comme Black Lives Matter. On a bien vu que pour les consommateurs, c'était pas simplement afficher un soutien visible qui était demandé, mais c'était véritablement de la transparence, que les marques expliquent où elles en sont sur ces questions. Enfin, on en a très peu parlé, mais la question du genre, je pense que dès le début des années 2010, tu me diras si je me trompe, elle a été un petit peu leader sur ces questions. On a commencé à parler de la question du genre, la place des femmes et la place des personnes issues des communautés LGBTQ+. Au sein de la mode, ça s'est fait à travers des créateurs, ça s'est fait parce que je pense que c'est ce qu'on oublie de dire aussi, c'est-à-dire que c'est pas simplement, ça vient aussi du consommateur. Mais les créateurs sont eux aussi des consommateurs, sont aussi des acteurs de la société. Et il y a beaucoup de créateurs, notamment dans les jeunes générations, en tout cas les nouvelles générations, qui portent ces discours de manière intrinsèque dans leur manière de faire. Donc ça change aussi beaucoup ce qui se passe au sein de l'industrie. Est-ce qu'on peut porter un discours par la mode ? Est-ce que la mode peut être un vecteur de communication d'un discours ? Alors je me tourne peut-être vers Saveria. Je prends les choses un peu à l'envers. Oui. On le peut individuellement, collectivement, en tant que
personne physique ou morale, oui, tout à fait, mais ça reste aussi un secteur créatif qui peut être le point de départ de beaucoup d'autres discours, sinon on ne serait sans doute pas là, mais c'est vrai que, par exemple, ce qu'Adrien disait sur l'économie, j'ai l'impression qu'au plus la mode a évolué, au plus on a créé des accès aux coulisses, au backstage, qu'on a à la fois fantasmé, dévoilé et mis en scène. Et j'ai l'impression que toute la dimension économique de la mode, ça reste les vraies coulisses, comme on a pu avoir de vraies coulisses et de vrais backstage au XXe siècle qui étaient vraiment cachés du grand public et qui pouvaient aller des soirées mode jusqu'à tout le fonctionnement, jusqu'au défilé qui était relayé vraiment différemment dans les médias. Et je me dis, l'économie aujourd'hui, c'est la partie un petit peu cachée, réservée encore aux professionnels et à ceux qui s'y intéressent vraiment et qui ont un accès ultra privilégié au secteur. Parce qu'en fait, ça implique des prises de renseignements et des connaissances que pas tout le monde a, que les jeunes générations perdent l'habitude non, pour certaines même pas connues, n'ont même pas eu à connaître. Et donc, je pense que voilà, il y a de nouvelles formes de témoignages qu'on peut émettre avec la mode, notamment en lien avec le genre et les identités diverses. Après, il faudra quand même accepter que ça reste un secteur avec des codes et que, par exemple, jamais toutes les normes pourront être représentées en même temps. Il y a des individus qui communiquent à travers la mode, mais qui restent des créatifs avec leurs individualités. C'est vrai que la mode reflète autant qu'elle absorbe les changements de société et elle, finalement, de quelle manière s'en accommode-t-elle? Parce que vous dites qu'il reste d'abord des créatifs, n'empêche que certaines marques prennent fortement la parole, que quand elles font des podcasts, ça va être plutôt pour rencontrer des femmes. On a de grands groupes qui prennent aussi position justement sur le genre. Est-ce que aujourd'hui, elle souhaite aller plus loin et jusqu'à quel point elle peut prendre position? En fait, à partir du moment où elle diversifie ses équipes et que c'est des équipes qui sont concernées par les sujets qu'elle aborde, je pense que tout peut être dit et bien fait. Et je me permets de reprendre une phrase que j'ai trouvée dans l'un de vos articles. Non, juste, le 21e siècle n'apprend pas seulement à la mode à se connecter au monde, il lui apprend surtout que la plupart de ceux et celles qui la composent, à la fois maîtres et victimes de son fonctionnement, ont développé une capacité d'humilité sur laquelle l'industrie tout entière va devoir s'accorder. J'aimerais aimé que vous explicitez un petit peu cette question d'humilité, justement. Oui. Alors, je vais m'auto-citer, m'auto-critiquer. C'est une humilité de... Je pense que c'était dans un article Harper's Bazaar, c'est ça? Exact. Ah oui. C'était l'humilité dans le sens où la mode a contribué au système global dans lequel on vit. Et donc, il faut parfois accepter qu'il y a des choses qui la dépassent. Mais c'était par rapport à Gucci. C'était un cas un peu spécifique. Dans un contexte particulier. Mais effectivement, parfois, ça la dépasse. Et ce que vous disiez, par exemple, Carla, l'influence, finalement, c'est quelque chose, à un moment donné, la mode n'y est pas allée tout de suite, comme sur le digital, etc. Elle a attendu de voir comment ça se passait. Aujourd'hui, elle y est énormément. Elle se fait dépasser, justement, par certaines prises de position, par certaines tendances sur l'influence. Et vous dites, attention, avec Payton Influence, ne nous laissons pas embarquer parce que, justement, le poids de l'influence, aujourd'hui, est énorme. Qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui ? Alors j'aimerais juste revenir aussi sur qui est responsable dans toute cette histoire. On parle souvent de triangle de l'inaction. On se rejette un peu la patate chaude, on se rejette un peu la faute les uns envers les autres. Donc une fois c'est la faute des consommateurs, une fois c'est la faute des entreprises, une fois c'est la faute du gouvernement. Et en fait ce triangle de l'inaction, il nous donne un peu ce confort de se dire c'est jamais notre faute, c'est jamais notre responsabilité, alors que en fait si la transition écologique dans ses dimensions sociales et environnementales, j'inclus bien le pilier social, c'est un problème systémique, multifactoriel, et on va avoir besoin de tout le monde
pour faire changer les choses. Donc ça, c'était le point. Nous, à travers les influenceurs, on voit une véritable solution, un levier phénoménal de transition écologique. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont des personnalités de confiance auprès des communautés. On parle de relations parasociales, voilà, quand on a l'impression que cette personne que l'on voit dès le réveil, que l'on voit juste avant d'aller se coucher, fait partie de notre quotidien. Et donc du coup, ils ont la possibilité de véhiculer des messages et de faire bouger ce qu'on appelle, ce que je disais tout à l'heure, les imaginaires. Les entreprises ont tout intérêt à collaborer avec les influenceurs qui incarnent leurs valeurs. Alors bien sûr, il y a des conditions. Une entreprise a une communication ambitieuse ambitieuse dans le sens engagé, éco-responsable, à partir du moment où son business model l'est. Il n'y a pas de recette miracle. On n'oublie pas que le vêtement qui ne pollue pas, c'est celui qui n'est pas produit. Aujourd'hui, c'est ça la réalité. Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est un petit focus sur le greenwashing, très clairement, parce que voilà, on parle beaucoup d'éco-responsabilité, d'impact positif, vertueux pour la planète, mais toutes les entreprises ont recours à ce vocable green, qui en fait dessert complètement les engagements de l'entreprise, parce qu'il n'y a pas de... En fait, le consommateur peut acheter un produit éco-responsable. S'il n'y a pas les caractéristiques brutes du produit derrière, on ne sait pas en fait ce qu'on achète. Donc en fait, ça c'est un des conseils que l'on a, c'est d'éviter cette sémantique du vert, de l'impact, parce qu'on se rend compte que c'est contre-productif. Et aujourd'hui, si on met deux publicités de communication, une entreprise qui est vraiment engagée, une entreprise qui ne l'est pas, elles utilisent ce même vocabulaire. Si on ne connaît pas l'entreprise, on ne peut pas faire la différence. Mais cette problématique, elle n'est pas liée à l'influence. J'imagine que c'est le même discours, Saveria, dans la presse. Aujourd'hui, cette sémantique, si elle n'est pas derrière suivie d'action et d'authenticité, il faut faire vraiment très attention. C'est le fameux greenwashing ou sur plein d'autres sujets. Oui, après la particularité de la presse, c'est qu'elle a juste à dire. On n'attend pas qu'elle agisse derrière, puisque le média est là pour énoncer des discours produire des discours. C'était plutôt la prise de parole de la mode dans la presse, c'est ça que Ah oui, mais alors là c'est compliqué par un système d'annonceurs, mais oui. Idéalement, oui. Mélodie, vous vouliez rajouter quelque chose, vous qui travaillez chez Marie-Claire, sur ce sujet-là? En fait, ce qui est intéressant, c'est comme disait Saveria, aujourd'hui, on va dire que la presse, elle est plus dans un rôle d'accompagnement aussi, on va dire d'accompagnement à la fois du consommateur et aussi accompagnement des marques. On se rend compte aussi, en tout cas moi en travaillant en tant que journaliste, ça va faire 5 ans que je suis au Marie-Claire, qu'il y a une vraie demande de retour aussi honnête avec les marques. Moi des fois je vais recevoir des communiqués et je vais devoir dire ce que Marie-Claire s'engage beaucoup sur ces questions-là. Et des fois je peux dire non en fait ça ne correspond pas à l'audience qu'on a. Du coup ça va desservir la marque parce qu'en fait elle va se prendre derrière un tollé de remarques, ça va desservir le média et en plus de ça, ça va aussi conforter le consommateur parfois dans l'idée que rien ne peut changer ou que rien ne va changer. Et je pense que y a un peu ce rôle un peu de gardien du temple, on va dire, qu'on joue malgré nous en tant que journaliste mode aujourd'hui et que je pense on n'était pas forcément amené à occuper à la base, qui est celui de plus que parler de la mode dans son approche esthétique. Et pourtant de ce qui continue tous, je pense, à nous faire un peu rêver et ce qui fait qu'on aime travailler dans ce secteur, c'est aussi de faire comprendre aux gens ce qui se passe en coulisses. Quand on a par exemple des marques qui veulent entamer ces transitions-là, des fois c'est très compliqué aussi pour le public de se dire oui mais attends, cette marque il y a 6 mois on avait entendu dire ci, on avait entendu dire ça. Donc c'est aussi de faire en sorte nous aussi d'être le plus vigilant, d'être le plus authentique possible dans ce qu'on dit. De pas céder parfois on va dire à des frénésies de discours sur les réseaux sociaux, parce que en fait il y a 1 million de choses qui sont critiquables, il y a 1 million de choses qu'on peut critiquer, on peut se perdre à dire et redire toujours la même chose. Je pense que ça rejoint ce que disait Saveria aussi tout à l'heure, c'est que aujourd'hui l'importance finalement c'est l'histoire qu'on a envie de raconter, c'est le storytelling, et si on trouve la bonne histoire et la bonne manière de la dire, je pense qu'on peut aussi permettre de changer les choses. Oui, ça va. Surtout que j'ai envie d'ajouter, parce que moi je trouve ça hyper stimulant en travaillant avec plusieurs médias, c'est qu'on peut tout dire à condition en fait d'avoir l'espace, et là je parle vraiment en termes techniques de signes et
de graphisme et de format et tout ça, d'avoir l'espace de contextualiser et de rappeler que rien n'est jamais simple. Et ça, en fait, c'était un pouvoir que la presse mode avait un petit peu abandonné et qu'elle est en train de reconquérir, même si c'est pas pour autant que la presse mode est redevenue la grande prescriptrice qu'elle a pu être, mais on y revient. En revanche, vous travaillez avec les influenceurs, là encore, au sens global, et on ne montre personne du doigt, Carla, mais l'idée, c'est bien de se dire, attention, justement, comme dans la presse, où les uns et les autres ont pu peut-être se remettre en cause, et ce que disait Mélodie à l'instant, faire une sorte de filtre, peut-être, entre ce qui peut vouloir se dire et ce qu'on peut livrer aux consommateurs, où vous dites, vu le pouvoir que vous avez dans l'influence, faites attention, il y a peut-être 1 ou 2 points, on ne peut pas tout changer, on ne peut pas changer le business model des entreprises, mais il y a peut-être 1 ou 2 points sur lesquels vous pouvez être vigilant et apporter votre pierre à l'édifice pour ne pas que la mode continue à perdre de la valeur. Clairement, comme on dit, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Nous, ce qu'on préconise, donc on parlait du greenwashing tout à l'heure, vraiment d'être vigilant à ces points-là. Le vocable utilisé, ne pas véhiculer de fausses promesses et des choses intenables. En fait, ça c'est vraiment important pour pas que le consommateur soit trompé ensuite dans son achat. Ensuite, le deuxième point, c'est aussi oser renoncer à travailler avec certaines entreprises qui ne sont pas à la hauteur des enjeux, qui ont recours au greenwashing et qui sont incompatibles avec l'urgence écologique, les limites planétaires. Pour nous, c'est ça le plus important. Et aussi de se dire que sur les réseaux sociaux, il y a la place pour des créateurs de contenu engagés qui sortent des sentiers battus de l'habituel, l'incitation à la surconsommation, de la fast fashion qui prend beaucoup de place. Je vais vous citer une tendance qu'on a vue émerger sur TikTok. On a vu la désinfluence, ce courant qui incite à déconsommer. C'est-à-dire, n'achetez pas ce produit, c'est une tendance, une trend TikTok, une micro-trend qui va durer une semaine. La semaine prochaine, on n'entendra plus parler, ça sera plus tendance. N'achetez pas ce produit. Voilà. Ça, c'est un exemple typique du pouvoir de l'influence et de son impact sur les imaginaires. J'en parle beaucoup, mais c'est vraiment important. C'est cette vision en fait qu'on a. Quels sont les critères qui définissent aussi notre bonheur ? Aujourd'hui, ça serait celui de la matérialité, celui de posséder, en oubliant le reste, au détriment des impacts que l'on peut voir sur l'environnement et sur les êtres humains. Donc le pouvoir de la mode, la valeur de la mode qui passe aussi, donc on l'a vu par les médias, l'influence. Ceci dit, Adrien, est-ce que grâce à ces canaux, la mode peut contribuer à exacerber les travers de notre société ou à l'inverse, à introduire de nouvelles valeurs ? Je pense qu'historiquement, c'est un peu les deux. Je pense qu'effectivement, elle contribue à exacerber ce que certains vont juger comme néfaste, c'est-à-dire l'environnement, et attention, la surconsommation, etc., avec tous les bémols qu'on peut mettre. Moi, j'aime assez peu parler de surconsommation ou de porter un jugement moral sur de la consommation à très courte durée, puisque au fond, je ne sais pas si le bonheur doit être matériel ou immatériel, j'en sais rien. Par contre, on sait que ça a un impact et c'est ça le vrai problème peut-être. Mais donc sur ce plan-là, effectivement, la mode contribue à exacerber certaines choses parce qu'elle est l'exemple du temps court et du temps très court. Mais sur d'autres plans, je pense sur le plan du genre notamment, et évidemment que historiquement, elle a été un moteur d'émancipation et de libération, que ce soit pour la condition de la femme, et maintenant, ce qu'on pourrait mettre sous le label queer, etc. Donc là, effectivement, je crois qu'historiquement, elle est très importante. Mais est-ce qu'elle peut être encore contestataire ? Bien sûr, elle peut l'être quand effectivement quand l'objet de la contestation correspond à son identité ou à ce qu'elle est. Et donc c'est pour ça que je pense que toute marque ne peut pas prendre la parole sur n'importe quoi.
et que certaines prennent la parole sur certains domaines et sont très efficaces là-dessus. On parlait de Gucci, je pense que c'est peut-être l'un des exemples les plus importants aujourd'hui, qui est quand même une marque qui parle beaucoup de genre, qui quand Alessandro Michele était là, sur le plan esthétique, on avait toute une critique de l'idée que le signe, pour le coup, était construit, et on avait cet aspect genré, et on avait, je sais pas, le soutien à des expositions sur ces thèmes-là, ce que disait Saveria tout à l'heure par rapport à l'avortement. Donc voilà, je pense que ça, c'est un exemple de marque qui effectivement prend des positions politiques assez fortes, mais qui n'en demeure pas moins une marque de mode dominante sur le marché. L'art aussi, l'incursion dans la pop culture et le mélange avec la pop culture peut permettre justement peut-être de prendre ces positions. Mélodie, je sais que c'est quelque chose qui vous parle puisque vous avez contribué à des médias entre musique et mode, c'est bien ça. De quelle manière aujourd'hui la mode, est-ce qu'elle s'insère davantage encore dans cette pop culture et de quelle manière ça lui permet peut-être d'apporter autre chose ? Je pense que la mode, finalement, elle est dans la pop culture depuis très 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 longtemps. Je pense qu'on peut remonter déjà ne serait-ce qu'aux années 30, l'âge d'or hollywoodien. À partir du moment où la mode a commencé à habiller des grandes actrices de cinéma, elle est entrée dans la culture populaire. Et donc elle est sortie, on va dire, de son industrie seule. Aujourd'hui, ce qu'on a pu voir, en tout cas sur ces 10 à 20 dernières années, c'est que les acteurs de ces industries ont changé aussi, que ce soit sur les scènes musicales, sur les scènes du cinéma, des séries télé, etc. Et en fait, cette diversité-là, au sein de ces nouveaux ambassadeurs de la mode, elle se reflète aujourd'hui dans les campagnes. Donc en fait, oui, la mode, elle est aujourd'hui aux prises de la pop culture. Ce qui va être intéressant à voir, surtout dans les prochaines années, je pense, c'est est-ce qu'il ne va pas y avoir un recul sur ces questions-là. Ça a déjà un peu été amorcé lors de la dernière Fashion Week, où on a vu par exemple beaucoup moins de mannequins, on va dire de renom sur les podiums. On est revenu, on va dire, à non des mannequins stars, mais des mannequins qui tiennent le rôle de mannequins. On l'a vu aussi avec les vêtements qui étaient proposés, et beaucoup de designers ont parlé du fait qu'ils voulaient faire de vêtements beaucoup moins instagrammables. Donc on est revenu à cette idée de vestiaire beaucoup plus simple, etc. Et puis il y a eu aussi, comme on en parlait, la question de Balenciaga, où par exemple Dena Vassalia a dit, je crois que c'est dans son interview pour Vogue, qu'il avait envie d'opérer ce retour aux vêtements purs et s'éloigner justement du divertissement dans la question de la mode. Je pense que ça va être une période très intéressante à observer, parce que je ne sais pas si c'est possible. Je pense que c'est un vœu qui est émis peut-être par certains acteurs de l'industrie. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on est tous sur les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit dès le début, la mode, c'est aussi ces ambassadeurs avec un rayonnement international qui viennent de tous ces secteurs culturels. Donc de quelle manière est-ce qu'elle va pouvoir exister sans la pop culture aujourd'hui ? En tout cas, c'est un point d'interrogation. Vous avez un doute, une interrogation en tout cas sur le sujet. Mais ce qui est intéressant, vous aimez bien faire le rapprochement, parce que ce que vous dites, pour reprendre ce que disait Saveria au début, la mode, on a l'impression d'énormément la connaître. Le grand public a l'impression de connaître la mode, mais finalement, c'est quelque chose d'assez peu accessible, en tout cas pas tout le temps. Et à l'inverse de la musique, par exemple, qui parle un petit peu à tout le monde. Donc vous aimez bien, c'est peut-être aussi un biais pour faire passer certains messages. Alors faire passer des messages, je ne sais pas, mais je pense qu'en tout cas, on vit dans des sociétés qui de toute façon sont transversales. Et moi, ce que je trouve passionnant avec la mode, c'est que c'est un prisme hors du commun. C'est-à-dire que quand on parle de mode, on peut parler de tout. Là, on l'a vu pendant cette table ronde, on a pu parler d'histoire, on a pu parler de sens social, on peut parler de pop culture, on peut parler d'économie, on peut parler d'un million de sujets à travers la mode. C'est ce qui prouve la richesse du secteur. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, qu'aujourd'hui, même des gens qui ne travaillent pas dans l'industrie de la mode sont, on va dire, hypnotisés par ce qu'elle est et par ce qu'elle apporte, parce qu'en fait, elle se dépasse constamment. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, les raisons pour lesquelles on fait ces tables rondes et pour lesquelles on en vient à parler de valeurs immatérielles, c'est aussi parce que la mode qu'on a souvent vue, en tout cas au sein de l'industrie, comme étant
un petit secteur, ou en tout cas une espèce de petite cage dorée dans laquelle on se connaît un peu et on travaille dans le même milieu. Finalement, la porte de la cage est largement ouverte aujourd'hui et on voit bien qu'on est traversé par de nombreuses choses. Alors justement, pour conclure, quelle est selon vous, je vais reprendre la question globale de cette table ronde, quelle est la valeur symbolique et immatérielle de la mode aujourd'hui? Mélodie, puisque vous avez le micro. Large question. Je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que... ce qui va être intéressant, c'est qu'on part d'une valeur qu'on a donnée de manière individuelle et on essaye aujourd'hui de donner une valeur collective aux vêtements. Et je pense que ça montre aussi, c'est lié à la question précédente, ça montre aussi, on va dire, le nouveau respect que la mode a obtenu, où pendant longtemps c'était vu un peu comme une industrie de la frivolité. Aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est beaucoup plus que ça. Donc la question, et ça rejoint aussi ce qu'on disait dans l'introduction, c'est comment est-ce qu'on va réussir à trouver finalement une valeur collective à cette industrie qui respecte sur toute l'échelle de valeur, en tout cas sur toute l'échelle de production, à la fois les gens qui la font les gens qui la portent et l'environnement dans lequel ils vivent tous. Voilà. Merci beaucoup Saveria sur cette question de la valeur symbolique et immatérielle de la mode en 1 minute 30. Okay. Je vais faire une réponse de personne qui a étudié la philo du langage trop longtemps. Je pense qu'il faudrait définir chacun de ces termes et s'accorder sur leur sémantique et sur la sémantique de l'énoncé même. C'est que finalement, qu'est-ce que la mode ? Qu'est-ce qu'on place individuellement et collectivement et socialement derrière les valeurs où s'arrête l'immatérialité, et le tout fait que ça me fait penser, ce qui rejoint d'ailleurs des théories de sociologie très engagées aujourd'hui, c'est cette idée de savoir situer et de se dire, bon, où est-ce que moi je me situe, comment je me positionne, qu'est-ce que je place derrière ces termes-là et quelle valeur j'y accorde, et à partir de là, on peut définir son champ axiologique. Merci Carla. Moi, je dirais de reprendre, je plus sois tout ce qui a été dit, bien entendu, de définir en fait quel est le besoin, quelle est la raison d'être en fait de la mode en tant que créateur, personne créative. Qu'est-ce que je veux remplir, quelle est ma mission? Ça, je pense que c'est important d'avoir ce cap, de repartir de cette base, de sortir de cette... Alors, c'est compliqué, mais de ne pas être drivé uniquement par le profit, mais également de véhiculer tout ce dont on a parlé autour des valeurs, des genres, de l'histoire. Avoir un message, je pense que c'est important, mais avoir un message motivé par des convictions. Et quand on disait mesurer la valeur, donc la valeur économique, mais également la mesure d'impact négatif généré, c'est ce qui a été dit, que c'est pas facile d'avoir un seul outil. Moi, j'ai espoir qu'un jour, plusieurs acteurs de la mode vont se réunir pour trouver des outils communs pour mesurer leur impact, que ce soit en termes de carbone, mais également de biodiversité, des ressources, et incluant aussi le respect le droit du travail, bien entendu. Voilà, et aussi se laisser la possibilité, garder en tête qu'il y a de nouvelles formes de consommation. Je pense par exemple à la location. Maintenant, on loue de plus en plus ces vêtements, donc c'est souvent des vêtements qu'on porte dans des occasions, mais peut-être, pourquoi pas, envisager de nouvelles habitudes liées à l'économie circulaire. Voilà. Alors cette question de revalorisation de la mode, on y reviendra dans la table ronde numéro 3. Et effectivement, ces mesures communes, ces indicateurs, ces KPIs clés, pour reprendre les mots de Pascal, effectivement, qu'ils soient communs à tous, ce serait une bonne idée. Je crois que certains y travaillent, mais voilà, ça prend évidemment énormément de temps. Adrien. Alors, moi, j'en reviendrai à une définition très, très économique de la valeur symbolique. À mon avis, la valeur symbolique aujourd'hui et ce qu'elle a été avant, c'est simplement la manière dont la marque porte un discours sur elle-même et qui soit valorisable socialement. Donc, ça peut être effectivement un discours critique, mais pas que. Ça peut être aussi un discours sur son histoire. Et il me semble que c'est ça, la valeur symbolique. C'est le discours que la marque porte sur elle-même pour ensuite attribuer un prix qui ne soit pas corrélé directement à la production matérielle, simplement. Merci beaucoup, merci à tous les quatre. Ne bougez pas. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, pour commencer? Oui, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a une demoiselle qui va amener le micro.
Merci. Bruno Nahan, je suis le président de la Fédération de la maille, lingerie et balnéaire. Et je voulais vous poser une question. Tout d'abord, merci pour vos interventions. Je voulais vous poser une question dont le sujet est hautement complexe, abordé tout à l'heure par ces messieurs. Mais comment vous expliquez justement sous cet angle de la valeur immatérielle et l'imaginaire cette grande contradiction et cet antagonisme en fait entre l'émergence, et on s'en félicite tous, d'une mode consommée, d'une consommation de la mode raisonnée, éco-responsable, et puis en parallèle une explosion d'une ultra fast fashion qui est loin d'être essoufflée. Et est-ce que pour cette dernière, selon vous, il existe même un imaginaire? Est-ce qu'il existe une valeur immatérielle ou elle est tout simplement économique? Et en allant plus loin, on pourrait se demander, est-ce que c'est même de la mode? Puisque, comme l'évoquait M. Morand tout à l'heure, quelle est finalement dans cette ultra fast fashion la réelle valeur de création? Alors, qui veut s'y coller? Cette question pas possible. Mélodie. En fait, je dirais que ce qu'il faut comprendre aussi avec les nouvelles générations, c'est-à-dire que voilà, on est avec les réseaux sociaux, on a ces questions, des valeurs qui traversent constamment nos feeds. Mais il faut aussi rappeler que, on va dire depuis le début des années 80, enfin depuis le début des années 2000, on a habitué à une certaine forme de consommation. C'est-à-dire qu'on a eu l'apparition de la fast fashion en premier lieu, qui a donné cette idée que aujourd'hui on pouvait démocratiser totalement les vêtements et les tendances, et donc on pouvait les consommer et les jeter comme on le voulait, et il y aurait une manne providentielle, constante de nouveaux vêtements qui permettrait à chacun d'occuper un nouveau statut dans la société et de pouvoir être le meilleur de lui ou d'elle-même. Et en fait, moi je pense qu'il y a un champ dont on ne parle pas assez à chaque fois qu'on parle de ces questions, c'est aussi le champ de la psychologie de la mode. Donc beaucoup, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont en train de travailler dessus, notamment dans les pays anglo-saxons, et je pense que c'est passionnant parce que ça pose aussi la question de quelles sont nos habitudes de consommation et comment est-ce qu'on s'en défait. Parce qu'aujourd'hui, on peut pas véritablement, entre guillemets, reprocher à des générations qui ont toujours connu cette circulation constante de vêtements, à qui on a toujours dit que c'est possible, voilà, même au niveau des marques. Demain, je vois quelque chose à la télé, je peux le commander, Amazon me le livre en 24 heures. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus cette compréhension de la création, du temps de la création, du temps de la production, même au sein même de la mode. On a eu ces conversations au moment où on a pu parler, on va dire, de tous les burn-out qu'il y a pu y avoir de créateurs. En fait, on a perdu cette compréhension de ce que veut dire produire un bon vêtement, ce que veut dire prendre le temps de créer un vêtement, ce que veut dire le temps de réinventer quelque chose. Donc je pense que ça s'explique aussi pour ça. Ça s'explique parce qu'on est face à des générations qui n'ont pas du tout connaissance de ça. Et ça revient, je pense, à ce qu'on disait dans les questions précédentes. Je pense qu'il y a aussi une histoire d'accès, notamment d'accès financier. Pour aussi comprendre la valeur de la mode, il faut quand même avoir un certain budget. Et c'est pas le cas de tout le monde. Et il y a aussi l'accès physique. On est quand même dans une époque où beaucoup de choses sont dématérialisées, notamment le vêtement, que les jeunes aujourd'hui, ils sont en contact avec les vêtements Vuitton par des photos, par les influenceurs qu'ils suivent. Et donc en fait, pour se rendre compte de la qualité du produit, ils ne l'expérimentent pas directement par le corps. Et ça aussi, je pense que du coup, c'est un frein dans la mode. C'est parce qu'on sait que pour se rendre compte qu'un objet de mode est qualitatif, il faut pouvoir l'expérimenter par soi-même, et ce n'est pas accessible à tout le monde de la même manière. Pour beaucoup de gens, c'est accessible uniquement en virtuel. Adrien. Ouais, enfin, je pense qu'il y a plusieurs choses. Là, quand on dit que c'est effectivement, l'objet de mode griffé n'est accessible qu'à peu de gens, mais ce que la fast fashion a fait positif quand même, c'est qu'elle l'a rendu accessible en le copiant au plus grand nombre. La fameuse valeur immatérielle. C'est ça qu'elle a rendu accessible. Voilà. Donc ça, je pense qu'il faut faire attention à ne pas porter de mépris là-dessus. Effectivement, la fast fashion est critiquable pour ses conditions de production, etc. On connaît tous ça. Néanmoins, ce qu'elle a permis d'acquérir, à mon avis, c'est ce que... je suis en train d'écrire un article pour Le Monde diplomatique, c'est ce que j'appelle le droit à la mode. Il y a quand même ça. Et je pense que ça, il faut faire attention. Effectivement, on est dans un contexte qui est tendu sur le plan environnemental et social. Néanmoins, il y a certains acquis, je pense, qui ne sont pas forcément à remettre en question, notamment ce droit et cette accessibilité aux produits de mode, de façon dépréciée, certes, mais quand même. Vous venez de jeter un pavé dans la mare, là.
Est-ce qu'il y a une autre question, réaction? Non? Ah, juste une dernière, là, s'il vous plaît. Bonjour à tous, merci pour la qualité des échanges. Donc Guillaume Larquemin, moi je suis créateur d'accessoires. Et en fait, je voulais revenir sur l'accès à la mode que vous soulignez. Avec le digital, avec la naissance d'Internet, on a un accès aussi un peu à l'environnement et à l'histoire des marques. Avant, on voyait un vêtement, on le décryptait par soi-même. Aujourd'hui, les créateurs sont un peu des médias et on leur demande aussi leur avis sur un peu tout, dépassant même souvent le champ même de leur propre création. Est-ce que cette valeur immatérielle, elle passe aussi dans la manière dont on envisage le monde? Au-delà de créer des collections, on va se positionner en tant que consommateur, mais les créateurs vont aussi avoir une parole et on va leur demander leur avis sur les choses. Est-ce que c'est pas intéressant dans cette dimension immatérielle, symbolique, etc., de dire que on va s'intéresser au-delà de leur création, au-delà de leur production, finalement, à quels sont leurs engagements? C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Saveria, vous vouliez répondre là-dessus? Oui, c'est le discours qui accompagne le geste. Et moi, je pense que c'est très bien qu'on puisse s'intéresser aux créateurs autrement qu'en les starifiant, mais aussi pour le métier qu'ils font et pour du coup qui ils sont, parce que la création implique l'univers global de la personne. Donc ouais. Mais au-delà de leur prise de position, en tout cas créative, j'ai l'impression que derrière la question, c'est les prises de position plus globales sur la société. En tout cas, c'est bien ça. Est-ce que le créateur peut et doit prendre la parole? J'ai l'impression que ça rejoint un peu la question de est-ce que la mode est un art? C'est-à-dire qu'un artiste prend évidemment la parole. Du coup, est-ce que le créateur de mode aussi peut affirmer des positions politiques de la même manière qu'un artiste? Je sais pas. En tant qu'individu, en tant que créateur, bien sûr. Après, quand on devient un créateur, le directeur artistique d'une énorme marque, les enjeux sont plus seulement individuels, quand bien même on reste un créatif. Je sais pas. Adrien, vous vouliez rajouter quelque chose là-dessus? Non, mais je pense que c'est exactement ça, la valeur immatérielle. Et par exemple, donc à l'IFM, c'est ce qu'on encourage beaucoup les étudiants à prendre la parole. Donc là, je vois certains BA, par exemple, qui sont là, qui ont dû rédiger une note de show. Et donc l'objet de la note de show, c'est quand même de préciser ce qu'ils ont voulu faire par la collection, et ça peut prendre parfois des aspects politiques. En MA, ils doivent aussi rédiger un mémoire, donc essayer de penser et de médiatiser leur collection, en tout cas de créer un discours autour. Donc je pense que c'est effectivement important pour eux, parce que ça les aide à penser leur collection, et c'est aussi important pour la communication de leur collection, parce qu'ils aident effectivement les personnes qui regardent les collections à les comprendre, ce qui est pas totalement évident, même sur un plan théorique. C'est pas évident de comprendre ce qu'on voit, une tenue qu'on voit, c'est pas évident de comprendre un défilé, donc c'est pour ça qu'à mon avis, il est complètement nécessaire pour le designer d'aider à la compréhension. Enfin, quand il le souhaite, évidemment, c'est pas une injonction, mais ça peut être intéressant. Merci beaucoup. On peut les applaudir.